La saison des classiques a beau être longue, c'est toujours avec un peu de mélancolie qu'on referme chaque année ce printemps. Un printemps marqué par des performances de deux hommes, Mathieu Van Der Poel et l'inévitable Tadej Pogačar, vainqueur haut la main de Liège-Bastogne-Liège et sur le podium des 7 courses d'un jour auxquelles il a participé en 2025. On connaît nos classiques, la DER du mois d'avril avec à mes côtés Axel Merckx, Rodrigo Menkens, Jérôme Elguers, Cameron Van Den Broek. Salut les amis. Salut. Salut. On va évidemment dans l'heure qui vient débriefer la doyenne, mais d'abord un petit classique, j'aime bien, tour de table, pour revenir sur ce printemps des classiques justement, durant lequel on s'est bien amusé. Et finalement, c'est peut-être, et c'est un avis personnel sur Liège-Bastogne-Liège, qu'on s'est le moins amusé. Cameron, votre feeling à la sortie de ce printemps? Bah oui, on a vu du beau spectacle sur toutes les courses. C'est vrai qu'ici à Liège, un peu moins, mais c'est un autre type de course que les classiques pavés, flamandes. Donc voilà, on a quand même vu un grand phénomène. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir Pogačar sur tous les terrains, on a la confirmation qu'il peut gagner sur tous les terrains. On a vu même des belles prestations chez les Belges, même si on n'a pas de podium. On en reparlera. Oui, on en reparlera, mais on a quand même eu des belles prestations. Donc je suis satisfaite de ce printemps et en plus de partager tout ça avec vous, c'était chouette. Oh là là, Cameron, il commence en jetant des fleurs, c'est pas possible. Et petit teasing déjà, on sait que Cameron a remporté le prono. Elle voulait qu'on le dise d'entrée, on le dit d'entrée, mais les applaudissements, c'est pour un peu plus tard, Rodrigo, qui est un beau vaincu dans l'émission. Jérôme, il y a eu la pluie sur la Flèche Wallonne sur la moto, vous avez eu froid, le soleil hier pour bien terminer, mais pour le reste, ce printemps des classiques. Je dirais en pente descendante, c'est un peu faire la fine bouche, mais quand on voit comment ça avait commencé au niveau de l'excitation et de l'amusement sur les courses avec Milan-San Remo, je trouve que sur la fin, il y avait un petit peu, voire beaucoup moins de suspense, mais voilà, c'est vraiment faire la fine bouche. Rodrigo? Vous l'avez très bien dit en introduction, Pogačar ou Van Der Poel. En fait, il y avait des vélos et 2 motos, quoi. Donc c'est un peu le résumé du Est-ce que vous vous êtes amusé, Rodrigo? Alors, moi je m'amuse toujours à partir du moment où je suis derrière un micro. Donc franchement, indépendamment de ce qui se passe, voilà. Maintenant, c'est vrai que on a eu cette tendance. La saison s'était terminée comme ça l'année dernière avec les championnats du monde et avec le Tour de Lombardie. Elle a repris pratiquement toutes les grandes courses se sont terminées avec des solos en individuel. Donc évidemment, au niveau du suspense, ne fût-ce que d'avoir un petit match, même à 1 contre 1, on a eu ça 2 fois. Et pour moi, c'était les 2 plus belles courses au niveau vraiment du suspense. C'était pour moi de loin en numéro 1 Milan-San Remo, et puis l'Amstel Gold Race. Donc voilà, après, c'est la tendance. Il n'y a pas eu que Pogačar, Van Der Poel l'a fait, Pedersen l'a fait aussi. Voilà, c'est la nouvelle manière de gagner, c'est en solitaire. Du temps du papa de l'homme qui est ici à côté de moi, je me souviens que mon prédécesseur Théo Mathilde, lui, prenait l'antenne systématiquement. On ne faisait pas toute la course, on faisait les 40 derniers kilomètres, et il avait qu'un homme en tête, et c'était toujours le même. Donc voilà, c'est déjà arrivé, mais il faut remonter à il y a 50 ans. Et le fils de ce monsieur, Eddy Merckx, donc, Axel est avec nous. Axel, votre feeling également, outre le fait que vous étiez heureux d'être avec nous comme Cameron, mais concernant le point purement cycliste. Oui, non, je pense que c'était... moi, j'apprécie énormément Pogačar comme coureur. Et ce que je souligne encore en plus de tout ça, c'est un cyclisme qui renaît grâce à lui. Parce que c'est un coureur qui est là depuis le début de saison. Tour UAE, il a fait Milan-San Remo, il a fait les Flandres, il a fait Roubaix, il a fait les classiques ardennaises, pendant que certains ont été se préparer en altitude, qui était une nouvelle mode. Tout le monde partait en altitude, sur la montagne, pour aller préparer leurs classiques. Et on se rend compte que les coureurs qui ont fait les classiques depuis le début sont compétitifs et font partie de la course. Et j'en ai discuté avec quelques personnes hier après l'arrivée aussi, des patrons d'équipe aussi, et ils étaient d'accord avec moi que c'était une bonne chose pour le cyclisme. Et grâce à Pogačar, et il faut pouvoir apprécier un coureur comme Pogačar à sa juste valeur. On aime ou on n'aime pas, mais pour l'avoir suivi dans la finale, c'est quand même un coureur qui est énormément populaire, même en Belgique, et qui
qui force l'admiration par ses prestations, et c'est quelque chose de formidable. Je trouve ça un super champion, et c'est quelque chose de très positif pour le cyclisme. Alors sur cette doyenne, on sait, je le disais, peut-être un peu moins amusé que sur d'autres courses, et Rodrigo évoquait notamment le Milan-San Remo. Moi, je considère qu'on a eu malgré tout un beau Tour des Flandres, un beau Paris-Roubaix hier, et sur la Flèche, c'était un peu moins le cas, la faute sans doute à Tadej Pogačar. Est-ce que vous avez le même feeling que moi? Est-ce que cette semaine ardennaise, même si Rodrigo n'aime pas trop le terme, cette semaine chez nous, sur le sol wallon, a été un peu décevante? Ouais, les 4-5 premières personnes que j'ai croisées après la course m'ont dit ça a fait un petit peu chute hier. Après, c'est peut-être de notre faute aussi. On a un petit peu monté ce duel qu'on espérait tous entre Remco et Pogačar. Alors d'un côté, Pogačar a ultra dominé, de l'autre côté, Remco a peut-être un petit peu déçu, et je mets vraiment le mot déçu entre guillemets. Donc oui, je pense que là, on s'est tous un peu dit que ça a fait chute. Moi, je suis pas d'accord, non. Moi, je ne pense pas que... Autant je prends souvent mes responsabilités, et souvent la presse joue un rôle qui n'est pas toujours favorable en mettant la pression sur les coureurs. Ici, dans le cas du duel, c'est Remco tout seul qui s'est mis la pression. C'est vrai aussi. C'est Remco, il faut le dire très humblement, voilà, après sa victoire à la Flèche Brabançonne, ses propos après l'Amstel Gold Race où il avait été excellent, nous, ça nous suffisait. Quelque part, on était vraiment rassurés. Et je ne sais pas s'il fallait en rajouter une couche et dire à un moment donné, si j'étais pas tombé, j'aurais probablement fini en solitaire. Donc c'est par ces propos-là qu'il s'est mis lui-même comme le seul rival possible de Pogačar. Alors évidemment, quand on n'a pas les jambes, comme hier, mais voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le public est certainement très déçu, parce qu'il n'y a pas eu le duel au sommet du mur de Huy sur les 500 derniers mètres. Il n'y a pas eu du tout de duel hier. Et Remco l'avait déjà compris avant la Redoute, manifestement. C'est important. Mais je crois que le plus déçu, c'est pas le public, c'est Remco lui-même. Parce que Remco est tout sauf idiot. S'il a fait ces déclarations-là, c'est qu'il y croyait. Et Axel aussi, il y a une semaine, disait, oui, il en est tout à fait capable. Donc voilà. Et quelque part, dans un monde de suspicion, moi, ça me fait pas plaisir. Mais ça, quelque part, ça me rassure. Ça humanise Remco par rapport à d'autres suspicions, au niveau de ses performances, attendez, quand il a dit lui-même, je ne suis pas un robot. Il l'a précisé. Oui, mais quand on s'est arrêté tellement longtemps de rouler. Il y a 2 mois, il a seulement recommencé à rouler à vélo il y a 2 mois. Et donc ce qui arrive ici, c'est physiologique quelque part. Il est obligé de passer par une phase un peu de moins bien. Oui, il y a une logique. Je trouve ça rassurant. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, Pogačar est tombé dans Liège-Bastogne-Liège, et on n'a pas du tout retrouvé le Pogačar de l'année dernière, et encore moins celui de cette année-ci, parce que je pense qu'il est encore plus fort cette année-ci que l'année dernière, en raison de sa chute. Encore, mais voilà, vous savez, c'est beau les stratégies, mais quand les jambes ne veulent pas tourner, ça bloque. C'est irrémédiable. Axel, j'ai lu ce matin dans les gazettes un commentaire de votre part, et vous parliez d'un excès d'enthousiasme, peut-être, on cherche à comprendre, chez Remco, après la Flèche Brabançonne, après l'Amstel, voire un excès de confiance. Je cherche, et c'est subtil, entre l'excès d'enthousiasme et l'excès de confiance, mais est-ce qu'il y a eu un peu de ça chez Remco Evenepoel? C'est ses propres paroles, je veux dire, Rodrigo vient de le dire, c'est sûr que c'est ses propres paroles, donc on devait le croire sur parole par rapport à ce qu'il avait dit. Ses sensations étaient très très bonnes, il était meilleur qu'il le pensait, et il pouvait jouer la gagne sur l'Amstel. Il a probablement eu un jour sans mercredi et aujourd'hui, dommage pour nous. Mais comme il dit de lui-même, il est qu'un être humain, et des fois la machine s'enraye. Après, le problème avec Remco, c'est que, et j'en ai discuté avec quelqu'un proche de l'équipe hier, c'est que quand Remco fait quelque chose, il y a tout le monde qui en parle. On a un exemple qui est dans l'équipe avec Merlier qui gagne je ne sais pas combien de courses, et tout le monde trouve ça normal. Par contre, quand Remco gagne, une course c'est décuplé, multiplié par 10, de par son statut, qui est quand même un des plus grands mondiaux. Mais quelque part, il faut essayer de trouver un juste milieu dans les déclarations. Et vous prenez l'exemple de Merlier, et je ne dis pas ça. Non, sa compagnie est à nos côtés, mais en termes de gestion, effectivement, des déclarations de présence aussi sur les réseaux sociaux, oui. Tim Merlier n'existe pas. C'est à Remco et la personnalité. Oui, mais tout à fait d'accord. Mais ça peut jouer des tours. Quelque part, ça
Je veux dire, c'est la conséquence un peu des déclarations qui sont extra-sportives, c'est le revers de la médaille. Et ce qui m'a marqué, j'ai vu une interview, je pense que, je ne sais pas si c'est Jérôme qui l'a fait, de Pogačar après la flèche, je pense, ou avant Liège, en disant, il disait lui-même, tous les gens qui pensaient que j'étais sur le déclin, que ma forme était... donc il a été titillé. Ne connaissaient rien en cyclisme, ils connaissent rien en cyclisme. Et c'est rare que Pogačar dise des choses pareilles. Mais il a été touché dans son orgueil. Ouais. Et je pense que certaines déclarations l'ont touché dans son orgueil et sa réaction a été une réaction de champion. Et il a mis un point sur les i mercredi, il en a remis un deuxième hier. Alors on évoquera Pogačar après, mais puis on parle d'abord de Remco Evenepoel. Vous étiez sur la moto, comme Axel d'ailleurs en course. Nous on avait les images évidemment sur la ligne d'arrivée. On a vu cette image justement d'un Remco Evenepoel dans la Roche-au-Faucon, sans doute titillé dans son orgueil, faire mine de se garer. Et je ne sais pas ce que Rodrigo a dit en direct télé, mais en direct radio, moi j'ai évoqué, mais il abandonne, c'est incroyable, quelle image. Donc on a vu un Remco là qui chassait le naturel, il revient au galop, qui a eu une attitude... regrettable, même si dans son interview, et on va l'entendre dans quelques instants, dans son interview d'après-course, on a retrouvé un Remco beaucoup plus posé, et c'était intéressant d'avoir ce Remco-là, et on m'a même dit qu'il a passé beaucoup de temps à poser avec des enfants, des photos, des selfies, des autographes, super, mais ce moment-là dans la Roche-au-Faucon, ça ternit un peu l'image. Oui, après, je vais faire un peu son avocat, mais c'est un moment à chaud. On est en pleine course. Ça s'explique, hein. Il se rend compte à ce moment-là que finalement, il ne va pas réussir ce qu'il voulait réussir. Il y a une moto qui le filme, alors ça doit jamais être agréable. Après, ça fait partie de la vie d'un coureur, hein. Quand on est lâché dans un col, on a souvent une caméra qui vous colle, c'est le cas de le dire. Mais voilà, à chaud, parfois on a des réactions qu'on regrette après. Le petit geste, vous avez été coureur, Axel, le petit geste... éloigne-toi à la moto, on a déjà vu ça, mais là, faire mine de se garer, voire d'abandonner, c'est une image quand même rare. À ce niveau-là. Oui, c'est rare, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant venant de lui, parce que je pense qu'il a toujours ses réactions. On voit ses réactions quand il n'est pas soutenu dans une échappée ou quand la coopération n'est pas là. C'est son caractère, on ne peut pas changer son caractère. Et puis certainement, oui évidemment, quand Remco lâche, c'est sûr que la caméra va être sur lui. C'est la même chose que quand il attaque, la caméra sera sur lui aussi. Et ça, c'est le revers de la médaille. Il faut pouvoir accepter les hauts, mais il faut pouvoir accepter les bas aussi. Et je pense que c'est un moment de frustration, on peut le comprendre. Mais je pense que l'aspect positif, c'est qu'il s'est quand même adressé aux médias après. Et avec le recul, il a quand même assumé son statut. Et bon, il a dit, voilà, un jour sans, c'est pas une catastrophe. Il y a encore des courses qui suivent pour le restant de la saison. Et pitié qu'on ne le transforme pas en un coureur qui va nous faire des discours convenus aux interviews, etc. non plus, Remco, parce que franchement, je peux en citer quelques-uns qui sont comme ça. Lui, pas du tout. Donc, il garde surtout sa C'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est pour ça qu'il est un peu clivant. Ben oui, j'entends bien. Maintenant, bon, on l'a vu aussi, la supériorité individuelle de Pogačar, elle est incontestable. Et s'il y a un moyen d'essayer de titiller Pogačar, il faut des forces collectives. Et on l'a bien vu à l'Amstel Gold Race, on l'a un peu vu aussi sur Milan-San Remo. Mais pour avoir une force collective, il faut avoir un collectif. Et maintenant, on va pas déjà parler du Tour de France, mais on sait quand même que Vingegaard a une équipe hyper solide autour de lui. Regardez quand même le printemps de l'équipe Trek, qui a gagné l'Amstel Gold Race, qui a gagné Grand Wevelgem, qui hier a été sans doute le meilleur collectif derrière UAE. Mais regardez Pogačar, il est jamais seul, il a toujours 2 ou 3 équipiers dans chaque bosse. Et une fois c'est Novak, et puis c'est un autre. Et à la fin, vous avez vu le travail de McNulty après la Redoute, il attaque derrière. On se dit, mais il ne peut pas attaquer, son leader est devant. Mais il attaque bizarre. Pour mettre là. Mais non, c'est tout à fait bien vu. C'est parce qu'il sait très bien de toute façon que Illy, Alaphilippe, Ciccone ne vont pas revenir sur Pogačar. Et lui, en attaquant, il met la pression sur les autres. Il y a l'autre qui est devant, c'est derrière. Vous avez vu le collectif qu'il y a. Je terminerai là-dessus. On est à l'heure des bilans. Les 2 équipes qui ont le plus gagné derrière UAE, c'est Lidl Trek et c'est l'équipe Visma. Gros budget. À eux deux, 25 succès. La seule équipe UAE, toute seule, 33. 13 coureurs différents. Il n'y a pas que Pogačar. Ce que vous voulez faire ici, Rodrigo, c'est comparer aussi ces équipes-là avec l'équipe de Remco. Avec où étaient les équipiers franchement, soyons clairs. Où étaient... Alors, il est mal placé, on l'a compris parce qu'il n'avait pas les jambes, mais à un moment donné, il est
tout seul. Quand on voit l'hélicoptère que Thierry Delru nous montre, la descente, à un moment donné, on comprend. Parce que Pogačar l'a dit. C'était pas prévu. Et j'ai parlé avec sa direction après. C'était pas dans les plans d'attaquer à la Redoute du tout. Mais quand il se retourne, qu'il voit pas le casque doré et aucun Soudal, il se dit j'y vais. Eh bien évidemment, mais il n'y a même pas besoin d'oreillettes. Il se dit j'y vais. Où étaient les équipiers? Parce qu'ils ont quand même de nouveau, moins qu'à la Flèche Wallonne, mais ils ont quand même de nouveau pendant un moment, à 100 km de l'arrivée, ils ont mis Gelders à rouler, ils ont mis Seri à rouler. Pourquoi? Et à un moment donné, Schachmann, il était où? Le troisième du Tour du Pays Basque. Il a dit avant aussi qu'il se sentait pas bien et donc ça servait plus à rien de rouler. Il l'a dit à la direction sportive en tout cas. Oui, mais franchement, et c'est là que je reviens, il y a une différence de budget, on est bien d'accord, mais dans la perspective aussi du Tour de France, je le redis, la différence collective par rapport à ceux qui entourent Remco, elle est encore plus grande que la différence individuelle qui peut y avoir. Mais sur le Tour l'année dernière, on a vu que l'équipe autour ne jouait quand même pas énormément et finalement le dernier qui était là, c'était Landa, c'était un équipier de Remco. Ça lui a pas permis quand même de se rapprocher de Vingegaard et Pogačar. Mais tourner dans un sens comme dans l'autre, je pense qu'on peut mettre une course comme hier, on peut mettre Pogačar dans n'importe quelle équipe. Oui, il sera 6.5. Non, mais dans n'importe quelle équipe, il va la gagner. Ouais. C'est tout simple. Et il a l'avantage d'être dans la meilleure équipe du monde. On ne peut pas leur en vouloir. Hein. Je veux dire, ils font leur boulot très bien, du mieux possible. Et comme Rodrigo l'a dit, ils ont gagné des courses avec 13 coureurs différents. C'est la qualité du noyau. Il n'y a pas que Pogačar. Il n'y a pas que Pogačar, mais Pogačar est déjà un niveau au-dessus de tout le monde. En plus, il a la meilleure équipe. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur demander de le laisser à la maison. Je veux dire, il faut pouvoir accepter. Et oui, il y a une différence de budget, mais il faut aussi pouvoir voir un peu la technique et ce que Remco demande de son équipe en briefing. Probablement qu'il a dit, je veux qu'on mette quelqu'un devant pour contrôler la course parce que je veux la rendre dure et je veux être devant et je veux que... C'est tenté de regarder UAE les yeux dans les yeux. Ça fait partie, oui, mais ça fait partie de la technique d'équipe et il faut pouvoir faire la part des choses après la course et disons, bon, on s'est trompé ou si Remco est un peu moins bien, on n'a plus personne d'autre. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Avec Van Sevenant qui d'ailleurs a terminé devant Remco sur la ligne d'arrivée. Je vous propose d'écouter Tadej Pogačar. On écoutera Remco un petit peu plus tard et on revient sur les déclarations de Poggi. No, actually, it was not a plan, but yeah, it was so hard paced before that. I saw that a number of teams don't have a lot of teammates anymore, and I said, okay, I test a little bit my legs and see if I get the gap on the top. Then I decided if I continue or not. But then I just committed because I had good legs also on the second climb after La Redoute. So yeah, I could go to the finish. I'm super happy. Did you see in the race that Remco was not so good today? I don't know. Just at first they were controlling the bunch, quick step. They were racing on the front all day. And then at one point, all the quick step disappeared from the front. I don't know why. I was thinking maybe, they're saving the legs for La Redoute. They come because you can save a lot in the bunch. So I was thinking this, but then in La Redoute, I look around. He was not close on my wheel. So that was also good motivation to go at that point. Tadej Pogačar au micro de Jérôme Elguers. Jérôme Elguers est avec nous. Jérôme, même si Rodrigo a effectivement, je vous ai vu discuter avec la direction sportive du UAE hier, où on a confirmé que ce n'était pas le plan, est-ce que ce n'était pas le plan? Moi, je continue à me poser la question. Ouais, ça semble sincère, en tout cas, sa déclaration ici. Après, si le plan n'était pas d'attaquer... C'était quoi le plan? D'attaquer dans la Roche-au-Faucon. La Roche-au-Faucon. La Roche-au-Faucon, à mon avis, c'était ça le plan. L'idée, c'était... Parce qu'au moment où Pogačar attaque, il y a quand même deux Emirates qui mettent un rythme très très élevé dans la Redoute et j'imagine que le but c'était d'arriver avec le dernier Emirates en haut et Pogačar et puis d'essayer de partir tout seul dans la Roche-au-Faucon. Ça n'était pas le plan non plus quand il est parti et pourtant il a suivi Alaphilippe, mais on voit McNulty qui prépare le terrain juste avant l'attaque des... Ouais, mais ici dans l'attitude je suis pas sûr que le plan était de partir dans la Redoute. Faut pas oublier qu'il y avait quand même un vent défavorable pour terminer. Il a tiré les leçons de l'Amstel où il est parti, où il a pris le vent de face, où il a eu du mal. Je pense qu'on lui a dit dans l'oreillette que Remco était mal placé au pied de la Redoute et que ça a sans doute un petit peu titillé son envie. Mais
Non, je pense que c'est sincère. Là, par contre, ce qu'il dit, j'ai essayé un petit peu d'accélérer pour voir où étaient les jambes. Ce n'est pas un petit peu accéléré. Mais c'était pas une attaque non plus. Nous, on s'est arrêté juste après le sommet de la Redoute. Il avait une avance, mais c'était pas non plus 7 secondes sur Pidcock. Oui, ouais. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais il a dit, je suis monté au train, j'ai fait un bon tempo et j'ai regardé où j'en étais après, enfin au sommet, et puis dans la bosse suivante. Cornémont, j'étais vraiment bien, et là j'ai accéléré, parce que c'est là qu'il a fait la différence. Par contre, ceux qui étaient derrière, ils étaient à bloc, quoi. Et lui, d'après Strava, il a eu le com de la montée de la Redoute quand même, hein, ici, Pogačar. Ah si. J'ai noté 3 minutes 58 à 22,8 km/h de moyenne. C'est le seul qui est assis et tous les autres sont en danseuse bouche ouverte derrière. Donc l'attitude de Pogačar assis, ce n'est pas une première, mais c'est vrai qu'il l'a fait 2 fois ici, Axel, sur le mur de Huy et sur la Redoute, qui sont quand même de fameuses difficultés. C'est une nouvelle manière pour lui d'aborder ces difficultés. Moi, j'étais assez surpris de le voir monter évidemment le mur assis et même la Redoutière. Oui, faudra lui demander. Moi, je peux pas déterminer la raison pour laquelle il reste assis ou qu'il soit debout. Je pense que quand il a fait vraiment les accélérations super puissantes, comme on l'a vu dans le Tour, il était toujours debout. Cette fois-ci, peut-être qu'ils ont changé quelque chose dans sa position. J'en sais rien. Je peux pas faire un commentaire sur le fait qu'il soit assis ou debout. Je pense que c'est lui qui doit le mieux sentir. La seule chose, c'est que quand il a décidé d'accélérer, ça a quand même fait mal. Lui, il a répondu avec cette deux fois le sprint. Pour la flèche, il a quand même dit que c'était parce que pour sa roue arrière. Ouais. Donc là, il y avait une explication. Et hier, c'était pas vraiment une attaque. Non. Le tempo était déjà tellement haut avant ou dans la Redoute. Et lui, il est au-dessus du lot, donc il a juste un petit peu accéléré. Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Mais il n'a pas fait une attaque dans la Redoute. Et la flèche, c'était pas... Moi, je ne suis pas un spécialiste en biomécanique, mais c'est vrai que c'est quand même une position très, très particulière et beaucoup plus compacte. Jadis, moi, je te visualise encore sur le vélo, c'était plutôt être loin. Ici, l'avant de la selle et le guidon, l'espace est beaucoup plus réduit. Ça veut dire qu'on a les jambes... et surtout les genoux qui sont plus près. J'imagine qu'il faut quand même une force dans le bassin qui doit être quand même assez phénoménale. Du gainage, je dis oui, la taille des manivelles. Moi, j'ai l'impression, mais ce n'est qu'une impression, moi je crois qu'à moitié dans cette histoire de ma roue qui se dérobe. Ouais, allez, sur l'estradé, je veux bien, mais ici... Mais en revanche, je pense que dans le mur de Huy, si on a un gars qui revient sur lui à 250 mètres, il avait encore certainement une cartouche pour se mettre en danseuse et pour y aller. Ce qu'il fait d'ailleurs un peu plus sur le Tour de France quand il est opposé à Vingegaard. Si vous regardez bien, là sur les cols plus long et lorsqu'il faut placer plusieurs accélérations, il le fait. Mais ici, manifestement, moi ça m'intéresse quand même que les spécialistes me disent en quoi cette position est confortable. Elle est efficace, manifestement, mais en quoi elle est confortable? Moi, je sais pas. Parce que finalement, il y a 3 questions qu'on se pose autour de Pogačar. Un, c'est pas le fait qu'il gagne, c'est les écarts qu'il creuse. Ce qu'il a fait dans le mur de Huy, c'est du jamais vu depuis 1985. Maintenant, 85, Hinault et Merckx n'ont pas connu, puisqu'on fait la comparaison, n'ont jamais fait le mur de Huy comme arrivé. Mais donc, depuis 40 ans, jamais personne n'a fait un écart aussi important sur la montée 7. Sur une distance aussi courte. Il a quand même mis 16 secondes à Remco en 300 mètres, puisqu'il s'est relevé à 80 mètres de l'arrivée, pratiquement. Bon. C'est les écarts, c'est la manière dont il gagne, encore les carrières, etc. C'est parfois seul contre 3 ou 4 gars. Ça, il peut y avoir une explication. Voilà. Aujourd'hui, dans les classiques, il y a que De Vlaming et Merckx qui ont gagné plus de monuments que lui. Donc, il est déjà numéro 3. Et je rappelle qu'il a toujours 26 ans. Là, évidemment, où moi je m'interroge et où j'aimerais avoir une réponse scientifique, et Axel l'a évoqué, c'est cette impression qu'il donne de rouler sans effort. À la limite, comme s'il respirait par le nez. J'ai beaucoup travaillé, vous le savez, sur les archives, sur les champions de ces dernières années, en tout cas jusqu'à la fin du siècle dernier. Sur une arrivée comme la Flèche Wallonne, c'est tellement dur. Les gars, ils sont, comme aurait dit Luc Varenne, à l'agonie. Je vois arriver son papa au sommet du Mont Ventoux.
presque masque à oxygène. Et là, on ne voit pas de traces de souffrance. On l'a vu à certains moments de façon subtile sur le printemps des classiques. Pas sur les Flèches Wallonnes, mais pas sur les deux dernières courses. Mais d'un autre côté, j'entends bien l'histoire. Il donne jamais un coup de pédale de trop, il est protégé du vent par son équipe, il est toujours là. Sur la Flèche Wallonne, il fait un effort qui est certes d'une violence extraordinaire, mais sur 450 mètres maximum. Donc j'entends bien. Mais moi, c'est d'un point de vue physiologique. Je vois la souffrance sur le visage des autres et je vois pas de souffrance sur son visage. Mais il y a 2 ans, quand il s'est fait battre par Vingegaard dans le Tour, il n'avait pas non plus l'air de souffrir. Par contre, il était vide et il était fini. C'est vrai. Donc c'est son langage corporel qui veut qu'il est comme ça. C'est aussi, enfin, il ne faut pas aller chercher un phénomène, ça ne s'explique pas. Je suis désolé. Et son visage, moi, je trouve au sommet du mur. Il ne faut pas toujours aller trouver. Il faut pas toujours aller trouver les solutions là où ils sont pas. Il est plus fort que les autres. Point final. Ça, on est bien d'accord. Oui, mais quand il y a pas gagné le Tour de France avec un quart d'heure d'avance, c'était pareil. Je veux dire, il était plus fort de loin. Mais les écarts, les écarts, je peux les comprendre, puisque de toute façon, maintenant, on compare à Roger de Vlaming, qui n'a jamais performé dans les grands tours. Donc, le seul gars, en termes de résultats, à qui on peut le comparer, c'est Merckx. Ben oui. C'est Eddy Merckx. Donc, et ça fait 50 ans, hein, plus de 50 ans. De ce côté-là, moi, j'ai pas de problème. Les écarts étaient encore plus importants. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Est-ce que cette impression d'absence de traces de souffrance, comment l'expliquer par rapport quand même à la puissance, à la force qu'il développe? Moi, je sais pas. J'ai pas de réponse. Ce qui est embêtant aussi pour le grand public, alors nous, on est dans le monde du vélo, mais pour le grand public, et c'est tout aussi embêtant pour nous et pour vous, Rodrigo, c'est qu'on a d'autres cas et quelques souvenirs. Et pour citer Lance Armstrong, que vous avez connu, Axel, vous avez roulé avec lui, Lance Armstrong qui affichait toujours aussi ce faciès sans aucune souffrance. Et ça, c'est dérangeant pour le grand public, pour les gens, pour les médias, pour tout le monde. Je sais qu'Axel, je vous titille à chaque fois. Non, mais vous pouvez me titiller aussi longtemps que vous voulez. Moi, je reste persuadé que les capacités physiques de Pogačar sont hors normes. C'est un coureur qui est présent. Il se bat contre Van der Poel dans les classiques flamandes. Il se bat contre les spécialistes des classiques ardennaises. Et autour, et il va se battre sur les grands tours. Donc, depuis, parce qu'on dit oui, ça fait 50 ans, mais des fois, les phénomènes n'arrivent que tous les 50 ans. Il ne faut pas oublier qu'Hinault a fait pareil. Et c'était plus ou moins pareil. Il n'est pas loin. Hein. Donc, les phénomènes, j'ai dit encore, des fois, les phénomènes, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose de physiologique. Il récupère beaucoup mieux. Mentalement, il est super fort. Il est bien entouré. Ils ont des capacités financières qui permettent de développer. Je suis désolé, le vélo a été développé, le Colnago a été développé dans ces dernières années. C'était un des vélos les plus lents il y a 4-5 ans. Maintenant, c'est probablement un des plus rapides. Je veux dire, mettre tout ça en marche, il y a une certaine recherche derrière aussi. Je peux me tromper, hein, on s'est déjà trompé par le passé, on ne va pas refaire le passé, mais il faut pouvoir aussi voir la part des choses et pouvoir apprécier l'effort et l'athlète en lui-même. Je suis complètement... Troisième fois, c'est mon tour. Hein. En tout cas, on a des points de comparaison parce que ce qui est important de signaler, j'ai visionné les images plusieurs fois et je suis quasiment certain à 95% que Vauquelin, en fait, dans le mur de Huy, fait exactement la même chose que Pogačar dans le S-Criquet-Lyon. Vauquelin est tout le temps assis sur sa selle, exactement comme Pogačar. Sauf qu'après, quand on les voit à l'arrivée, j'ai revisionné aussi les images à l'arrivée, Pogačar sort de son vélo et c'est vrai, n'a pas le torse qui bouge, il n'a pas l'air essoufflé. Vauquelin arrive, il se salue et Vauquelin, il manque de tomber de son vélo. Donc ça, ce sont quand même des comparaisons qui sont là devant nos yeux et qu'on peut faire. Alors effectivement, Pogačar est peut-être un phénomène, mais en attendant, sur ces aspects-là, il est 2 fois supérieur à ses adversaires. Cameron. Moi, je suis complètement d'accord avec Axel qu'on profite une fois d'avoir un phénomène comme ça. Ça n'arrive pas toutes les générations. Et nous, on est dans cette génération-là qu'on en profite. Et j'en ai marre j'ouvre Facebook, je vois que ça. On parle que ça. Il n'y a même pas encore franchi la ligne d'arrivée qu'on parle de ça. Et moi, je me dis aussi, s'il était belge, est-ce qu'on dirait autant si c'était maintenant Remco qui gagnait comme ça avec cette avance? Est-ce qu'on dirait autant? Quand Remco gagne haut la main, ce sont les pays étrangers ou les médias étrangers ou les amateurs de cyclisme étrangers qui critiquent et qui doutent de Remco. Oui. Et puis même, pour faire du coup aussi, pour parler de ça, si vraiment il avait quelque chose,
je pense que alors sa compagne, Urska, elle profiterait de ça aussi. Pourtant, c'est pas elle domine pas du tout le cyclisme féminin, donc je trouve qu'on doit arrêter et juste profiter d'avoir un phénomène. C'est tout le paradoxe. Hein. Si on en profite sans rien dire, ben on se fait non, c'est légitime de se poser des questions, mais critiquer, nous aussi, parce qu'on est dans le milieu. Et si on n'en parle pas et que... voilà, c'est vraiment le paradoxe. Et si on met sur la table à chaque fois les doutes sur Tadej Pogacar, on se fait aussi taper dessus. Alors nous, on a notre carapace, on fait notre métier, on pose les questions. C'est légitime de se poser des questions, mais ça ne doit pas être trop et pas... Mais ce que vous voulez dire, c'est profitons de ce moment et de ce spectacle permanent offert par Pogacar. Mais voilà, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Et comme Axel l'a dit, moi, quand je vois comment il roule, même sur le podium, j'ai des frissons et c'est bizarre à dire, mais je suis heureuse d'être dans cette génération-là et de voir ça. Passionné de vélo, voilà. On est toutes et tous passionnés de vélo et on se pose les questions quand il faut se les poser. On va écouter Remco Evenepoel, qu'on n'a pas encore écouté, et on clôturera ainsi le dossier Remco et le dossier Liège-Bastogne-Liège. On l'écoute, c'était au micro de Françoise Aleski. Une longue journée, et c'était clair que j'avais pas vraiment les meilleures jambes dans le final, donc faut l'accepter et puis regarder vers l'avant. Vous l'aviez senti dès ce matin ou vous l'avez senti en course ? Non, en course, je me sentais bien jusqu'au Code des Esniers un petit peu, je pense. À partir de là, j'ai commencé à avoir un peu les jambes lourdes. Mais là aussi, on avait presque 5 heures de course en ce moment-là. Donc, je pense que c'est juste la longueur de la course qui était trop pour moi. Et puis, je pense que c'est normal. Hein. J'ai que fait 1 mois et demi de propre entraînement. Donc, dans les courses comme celle-ci, ça se sort. Quand t'as pas le fond, quand t'as pas le niveau pour aller au-dessus de la limite, c'est normal que ça va pas trop bien dans un final tellement dur comme Liège. Donc, faut l'accepter et puis regarder vers l'avant. Voilà, j'évoquais cette interview tout à l'heure, on vient de l'écouter, et moi je suis impressionné par le calme et la sérénité retrouvée de Remco Evenepoel sur la ligne d'arrivée. Donc c'est quelque chose de rassurant aussi, d'abord par rapport à sa gestion mentale de l'événement. Et à froid, voilà. C'est posé. Et donc ça, c'est l'interview que l'on apprécie. Et un Remco Evenepoel, finalement, si on doit tirer le bilan de son retour, ça a commencé très fort, peut-être trop fort. C'est un petit peu moins bien la fin de semaine. Mais quel bilan on tire de ce retour de Remco, camarade ? Mais ouais, il a bien dit lui-même, en fait, ce qui lui manque, c'est la base. Il n'y a pas eu le temps de construire quelque chose comme tous les autres qui sont déjà occupés depuis novembre. Et on peut atteindre un pic quand même assez vite, comme on l'a vu ici à la Flèche Brabançonne. Mais quand on n'a pas la base, on a des jours bons, des jours moins bons. Et ici, il aura encore le temps, du coup, avec les courses qui viennent de se passer, plus les courses qui arrivent pour de nouveau faire cette base avant le Tour de France. Et je pense qu'il y a comme conclusion à tirer, c'est que voilà, c'est Remco, c'est un phénomène, on l'a vu à la première course à rentrée, il gagne. Mais que ouais, ça reste un coureur, ça a besoin de courses. Et ça aussi, l'explosivité, ça vient en faisant les courses. Et on l'a vu même avec des Van Aert, avec plusieurs coureurs qu'on parle des stages d'altitude et tout ça. Mais ouais, Remco, il a juste fait un stage, il manque de courses, d'explosivité, mais ça reste un phénomène. Et voilà. Le mot employé par Axel concernant Pogacar, hein, phénomène. Ce que dit Cameron est intéressant parce que quand elle dit un jour où il est très bon, un jour où il est moins bon, si on se rappelle un petit peu son interview avant son retour, il avait dit que dans ses entraînements, il y avait des jours où il était très bien et des jours où il était nettement moins bien. Donc finalement, tout ça s'explique et tout ça est logique. Il ne faut pas oublier non plus que sur la Flèche Brabançonne, avec tout le respect que j'ai pour les coureurs, il y avait quand même un plateau qui était 136 coureurs au départ, nettement moins imposant que celui de l'Amstel et de Liège. Mais il faut gérer le côté descendant de ses résultats sur la semaine. Vous voyez, il a moins bien fini et ça, il faut le gérer, mais il avait l'air en tout cas de bien le gérer à l'arrivée. Mais ce début de saison, 4 courses sur 9 jours, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. C'est trop. Mais non, on peut dire oui, c'est trop. C'est rien, c'est bon. Oui, non, mais c'est sûr que c'est trop, mais on peut pas non plus en vouloir d'avoir essayé. Mais faire ces 4 courses sur 9 jours, ça fait quand même beaucoup, surtout quand tu commences la saison et t'as pas de base. Mais non, c'est facile pour moi de dire ça après coup, parce que la semaine dernière, on aurait dit complètement contraire. Mais ça peut l'aider, ce qu'il a acquis, les kilomètres qu'il a fait en course, c'est toujours meilleur qu'un entraînement. Il va enchaîner le Tour de Romandie, c'est qu'il en a besoin.
C'est qu'il en a besoin. Il a besoin de jours de course, il a besoin de rythme. Pendant que lui, il a été blessé, il y a les coureurs qui ont fait les courses. Et c'est ça le problème avec les coureurs qui sont blessés, c'est que c'est pas seulement le fait d'être blessé, c'est aussi le fait que les autres sont en compétition, s'améliorent, continuent à les automatismes du placement et se fortifient en fait. Comme disait Rodrigo, Pogačar est plus fort cette année-ci par rapport à l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'il a été constant, il n'a pas eu de pépins et ça s'enchaîne, quoi. Ça devient de plus en plus fort jusqu'au moment où mentalement ou physiquement peut-être ça diminue un peu. Mais comme l'a très bien dit Cameron, quand on n'a pas d'hiver, on le sait. Alors c'est bien maintenant la nouvelle méthode. On a parlé des stages en effet. Ben oui. Van Aert et Pidcock ont fait des stages. Van der Poel et Pogačar n'en ont pas encore fait. Je parle de stages en altitude. Et l'autre, sur les classiques flamandes, c'était Pedersen, qui n'en fait jamais. Oui. Il déteste ça. Non mais c'est intéressant quand même comme réflexion. Et maintenant par rapport à Remco Evenepoel, vous savez, je me souviens, après sa blessure, son grave accident sur le Tour du Pays Basque il y a un peu plus d'1 an, le Remco qui est revenu, il a mis du temps. Hein. Et souvenez-vous de son Dauphiné. À la sortie du Dauphiné, on était terriblement pessimiste. Or, on sort du Dauphiné 3 semaines avant le départ du Tour. À la sortie du Dauphiné, peu de personnes imaginaient Remco capable de faire un classement général. On se disait même qu'il aille faire le Tour en mode Vuelta. On disait qu'il était pour trop essayer gros de prendre un maillot. Il a perdu 2 kilos entre le Dauphiné et le Tour. On est bien d'accord. Physiquement, mais je veux dire que ici, on est fin avril. Le Tour, ce sera début juillet. Comme l'a dit Axel, il y a le Tour de Romandie, il a besoin un peu maintenant d'avoir du fond. Ce qui est évident, et on l'a vu sur l'Amstel, et sur la Flèche Brabançonne aussi, c'est que Remco, il revient tout de suite à son meilleur niveau dans sa qualité première, qui est celle de rouleur. Je dis les champions du monde, les champions olympiques. Là où il doit travailler, c'est la montagne. Mais on a encore le temps. Il vient de tellement loin. Donc je ne dis pas aujourd'hui... Tiens, voilà, ce lundi, Remco va gagner le Tour de France et va battre et Pogačar et Vingegaard, mais il sera là. Il y aura compétition. Oui. Non, parce que j'entends maintenant déception. On aurait quand même signé pour ce résultat-là il y a 1 semaine, hein. Le sens de la mesure. Non, pas il y a 1 semaine, parce qu'il y avait déjà eu la flèche, mais il y a 2 semaines, avant qu'ils nous reviennent, oui. En faisant le podcast, il y a pile 15 jours, si on nous avait dit, il va se planter dans les Bastogne, mais sans une erreur au sprint, il fait le doublé, faut quand même pas l'oublier, Flèche Brabançonne, Amstel. Waouh, on dit, mais génial. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Moi, je crois que Remco va encore nous donner beaucoup de satisfaction. Et on va conclure. On va conclure. C'est la fin du printemps des classiques pour nous aussi. On est un peu fatigué. Le chapitre Remco qui a été très intéressant, très consistant. Et on va quand même dire un mot sur les autres Belges de cette semaine, et notamment sur Thibau Nys, 5e, premier Belge de Liège-Bastogne-Liège, 8e sur la Flèche. On a vu un Thibau Nys dans son élément, encore tout jeune, 22 ans, il a eu froid mercredi et c'était pas le seul, mais un Thibau Nys très encourageant, Cameron. Oui, il s'est surpris lui-même aussi hier, je pense que même sur ce terrain-là, sur Liège, il était capable de... Très longue course aussi. Ouais, de performer. Surtout, il n'a pas fait beaucoup de courses non plus, il est encore très jeune, il n'a pas l'habitude de toutes ces courses, donc ouais, je pense que c'est un bon espace, je suis sûre. Pour la suite, c'est très prometteur. Et comme disait Rodrigo, les Lidl Trek aussi... franchement, 3 dans le top 6. Hein. Ouais, c'est aussi une équipe de ce printemps. Et Thibau Nys, même dans ses interviews, moi j'aime bien comment il parle. Il est très... je sais pas expliquer, mais il ressort... Enfin, il y a quelque chose qui ressort comme ça de ses interviews. Il ne se cache pas non plus, hein, c'est un peu comme Remco. Hein. Oui, non, il est cool. C'est encore un peu différent que Remco, je pense, mais... Ouais, je ne sais pas expliquer, mais... Le cas est différent, évidemment, que Remco Evenepoel, mais lui termine avec un sentiment plus positif, avec une progression 12e à l'Amstel, 8e à la Flèche, 5e à Liège. Psychologiquement, il sort du printemps avec un autre feeling. C'est toujours aussi hier dans le top 10, toujours bien placé. Non, pas les mêmes objectifs non plus, ni Remco ni Nys, ce serait malheureux de les comparer. Il ne faut pas oublier que c'était sa première tentative. Sur 22 ans et première participation aux 3. Même si on regarde un petit peu ce qu'il a fait sur route depuis le début de sa carrière, il n'a pas encore énormément roulé sur route. Et je pense que pour gagner par exemple à la Flèche Wallonne, il faut avoir fait au moins une fois le mur dans cet esprit-là et dans l'esprit de compétition. Surtout la dernière ascension du mur pour
pour prendre des repères. D'ailleurs, Vauquelin l'a dit. Hein, il a dit la première expérience au mur quand il a fait deuxième l'année dernière m'a permis de mieux gérer l'ascension cette fois-ci. Bon, il fait encore deuxième, mais il y avait Pogačar. Vous le voyez plus à l'avenir s'illustrer, voire gagner une Flèche Wallonne ou un Liège-Bastogne-Liège, Naïs? Mais il a dit lui-même qu'il pense que Liège lui convient encore mieux. Ce qui nous surprend de l'extérieur. Ouais. C'est sûr. Mais ses qualités sont là et je pense qu'il a tout l'avenir devant lui s'il garde la tête sur les épaules, ce qu'il a l'air de faire. C'est un travailleur, il ne fait pas non plus trop de déclarations non plus inutiles. Il est là, il fait ses résultats et je pense que l'année prochaine il sera encore plus fort et je suis persuadé qu'il va encore gagner de belles courses cette année-ci. Et je voudrais relever quelques... Ouais. Et il va faire le tour et il a pointé 4 étapes dans la première semaine et je peux vous dire que il sera à Francfort un des favoris maintenant parce que c'est une course qui lui convient très bien jeudi. Et après stage, repos, stage en altitude, objectif Tour de France et reconnaissance de Mur de Bretagne. Hein. Encore une arrivée qui lui convient bien. Mais il faudra quand même devancer Pogačar s'il a envie de jouer la gagne. Encore une fois, c'est un coureur qui vient du cross. Ouais. Et on a vu aussi avec Émile Verstring, 14e. Ouais, super. C'était vraiment impressionnant. On pleure aussi à l'arrivée. Un plein cross. Allez, c'est un crossman. Hein, et même chez les femmes avec Puck Pieterse, elle vient aussi du cross. Et, Gérard n'est pas là, mais Cameron est là pour parler du cross et mettre la discipline en avant. Je reste convaincue que le cross, ça apporte beaucoup, comme même la piste. En hiver, même Tim, c'est un sprinter maintenant, mais il continue à en faire. Les Wout van Aert, Van der Poel, il y en a plein qui viennent du cross et qui... Pogačar a fait du cross aussi. Remco, un peu de l'hiver prochain, quelques cyclocross. Et même celle qui gagne hier chez les femmes, elle vient du VTT. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est... Il faut continuer à faire du cross. Émile Verstring, 4e l'an dernier de l'édition Espoir, et qui donc termine cette année à la 14e place de sa première participation de la course élite. Le coureur d'Alpecin qui était donc en pleurs, tellement surpris par sa performance. On accueillera dans quelques instants Martin Wainans pour débriefer la doyenne version féminine, puisque là aussi on a des choses à dire. Vous évoquiez déjà à demi-mot la lauréate. Cette doyenne féminine remportée donc par Puck Pieterse, qui a remporté la Flèche, et Kimberley Le Corpinard qui a remporté la doyenne Liège-Bastogne-Liège, ce qui nous a permis d'entendre l'hymne mauricien. Vous le connaissiez, l'hymne mauricien? Non, j'étais en île Maurice, mais j'ai jamais entendu l'hymne national, non. C'était assez surprenant, et ce maillot qui nous a un peu décontenancé, parce que ça ressemblait de haut au maillot de Lotto Kopecky. C'était un peu... de très haut. De très haut. Oui. Ou alors c'est le daltonien qui parle et qui est un petit peu, perturbé. On n'accepte pas que Visma porte un maillot jaune sur le Tour de France. Je trouve que là, c'est quand même fort proche du maillot de champion du monde. La championne du monde, en l'occurrence. Parfois, les règles de l'UCI. Un petit peu étonnant. Mais... Axel, vous avez suivi d'un peu plus loin, puisque vous clôturiez la course masculine, cette course dame. Cette lauréate inattendue n'est pas si inattendue que cela, parce qu'on l'avait déjà vue mercredi sur la Flèche et sur d'autres courses à son avantage. Et vendredi, lors de la conférence de presse de l'équipe Soudal à Chaudfontaine, à laquelle j'ai assisté, j'étais assez surpris, positivement, en arrivant de voir à côté de Remco Evenepoel notre amie Kimberley, sans me douter une seule seconde que 48 heures plus tard, elle gagnerait cette doyenne. Ce n'est pas une inconnue. Non, mais je pense que l'année dernière aussi, il y avait une demi-surprise. Hein. La lauréate aussi, c'était une des favorites, mais ce n'était pas la grande favorite. Je pense qu'elle a aussi eu un peu l'avantage, pour avoir suivi la finale quand même, de ne pas être une grande favorite, parce que quand elle se retrouve à 3 devant avec Kopecky, Vollering et Pieterse, elle est quand même lâchée. Elle peut monter, je ne vais pas dire à son train, mais quand même rester dans ses zones, on dira. Et elle a géré la Rochefaucon à sa manière. Si c'est une favorite, c'est sûr ils vont toutes continuer à rouler. Et bon, on peut rediscuter de la tactique chez les femmes dans la finale, mais je pense que la sensation que j'ai, c'est que c'était plus important de battre Kopecky que de gagner la course pour certaines concurrentes. Et, des noms. Non, les images pour d'elle-même, mais chapeau à elle, parce qu'elle a joué ses cartes les mieux possible, et c'est un très grand talent. Elle a une très belle allure aussi sur un vélo. Et elle mérite sa victoire, et c'est une très belle victoire. Avec nous, Martin Wainans, qui a donc commenté la course aux côtés de Ludivine Orion. Martin, est-ce que, on va rebondir directement sur ce que disait Axel, la volonté des adversaires de Kopecky était de définitivement lâcher Kopecky avant de penser à gagner elle-même?
Oui, évidemment. Ben parce voilà. que si on l'a amené sur la ligne, on avait des chances de se faire battre au sprint. Sauf qu'ils ont laissé revenir Kim Lecourt, qui va pas aussi vite que Kopecky, mais qui va très très vite quand même. Et on la connaissait un petit peu moins dans ce genre d'arrivée, mais c'est quand même vraiment pas la première venue. C'est top 10 de quasiment toutes les grandes courses qu'elle a fait ce printemps. Elle a gagné la dernière étape du Giro l'année dernière. Petite précision quand même pour le maillot, il y a une ligne de différence, il n'y a pas la ligne noire, et ça a été avalisé et par l'UCI et par la Shopping. On imagine que ça a été avalisé, hein, Il y mais a un autre maillot dans les... on se permet de dire que ça Alors on semble est tranquille, étrangement. si ça a été avalisé par Et l'Union cycliste Non, mais c'est quand même eux qui internationale. décident. Et d'ailleurs, il y a un autre maillot qui est le maillot de championne d'Afrique dans cette équipe AG, porté par Ashley Moolman, où là, il y a 3 lignes de couleurs, mais qui est aussi, visuellement, quand on a un hélicoptère, presque assez similaire en tout cas. Alors, Vollering, qui espérait grandement entrer dans l'histoire avec une 3e victoire, tactiquement a-t-elle foiré quelque part? Je ne sais pas si elle a foiré ou si, comme elle l'a expliqué, elle avait des jambes un petit peu moins bien. Son équipe a tout contrôlé, a fait des efforts énormes, notamment une Elise Chabet qui a fait 2 fois un très gros effort dans les 2 dernières côtes de la course, mais elle n'était pas là au moment de placer l'accélération. Elle n'a jamais vraiment accéléré. Et donc, elle l'explique parce que elle avait des petits soucis hormonaux propres aux dames. Relever ce point-là. Donc, dans son interview, elle a dit elle-même qu'elle avait des problèmes de femme. Et c'est vrai que je suis convaincue que ça joue quand même un rôle, parce que même moi, j'ai vécu ça aussi, j'ai vécu le sport avec... et de voir un peu, comment dire, essayer de... Il faut quand même performer en ayant ces problèmes-là, et c'est pas toujours facile, parce que il y a des filles qui ont plus de problèmes que d'autres, et moi, pour ma part, j'avais souvent même mal au ventre, et du coup, c'est vrai que ça joue quand même sur les performances. Donc je dis, il y en a qui ont plus de douleurs que d'autres, mais c'est bien de sa part, en tout cas, de le dire. Il ne faut pas rentrer dans les détails, mais c'est bien de le préciser, et il faut être conscient que ça joue, en tout cas chez les femmes, un rôle quand même important. On progresse par rapport à cela, puisqu'on en parle. où les dames n'auraient jamais osé, sans doute, il y a quelques années, en parler. Donc ça, c'est un vrai bon changement. Oui, voilà, c'était beau de sa part de le dire sans rentrer dans les détails. Les journalistes n'ont pas relevé non plus, mais c'est bien de le savoir et de ne pas oublier que ça, c'est présent, en tout cas chez les femmes. Ça peut faire perdre sans doute les quelques petits pourcents qui lui auraient permis d'attaquer. À l'heure des gains marginaux. Parce qu'on a parlé de la première accélération d'Elise Chabet qui étire vraiment le peloton. On se dit, avec ce qu'elle a fait là, il y a un petit groupe devant, elle va partir, il n'y a plus que 9 secondes. Elle ne le fait pas. On se demande pourquoi, est-ce qu'elle n'a pas de jambes? On l'a vu quand même aussi dans la Roche-au-Faucon, appelé à la radio en disant Elise Chabet, non, c'est trop vite ralenti. Donc oui, elle était clairement pas à 100%. Martin, sur les premiers épisodes de la saison, on a souvent évoqué les objectifs de Lotte Kopecky, qui avait un peu modifié son programme dans l'objectif Tour de France à plus long terme, mais à plus court terme, Liège-Bastogne-Liège. On a vu hier une Lotte Kopecky très déçue d'elle-même. Vous connaissez Lotte Kopecky, elle a des objectifs élevés. Elle a dit, je ne suis pas venue pour faire un top 10. Elle venait pour faire un podium au minimum gagné. Donc quand elle fait 5e et qu'elle craque à 300-400 mets du sommet de la deuxième partie de la Roche-au-Faucon, voilà. Maintenant, la question c'est, et c'est un peu son caractère, Lotte Kopecky, elle s'est accrochée jusqu'au moment où elle a tapé la tête dans le mur, si on peut prendre cette image-là. Elle a explosé, elle a plus pu suivre. Là où, comme Axel le disait bien, Kim Lecourt a plutôt géré sans se mettre jamais dans le rouge. Est-ce que Lotte a été trop loin dans l'effort et qu'à un moment où ça a craqué, elle a plus pu? C'est une possibilité. Maintenant, si elle l'avait décroché plus tôt, on ne l'aurait sans doute pas attendu, comme Axel l'a bien souligné. Mais qu'est-ce qu'on doit tirer, et je parle à tous les 4, là, comme conclusion par rapport à l'objectif Tour de France? Ce qu'on a vu hier sur Liège-Bastogne-Liège, sur des rampes très sévères, c'est les rampes de la Roche-au-Faucon, face à des filles plus légères qu'elle. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion par rapport à sa préparation? Est-ce que finalement, c'est pas une bonne chose? Est-ce qu'elle se dit pas, j'ai encore travaillé ça, avant le mois de juillet? Moi, ce qui m'a marqué, évidemment, et je pense que ça a marqué pas mal de téléspectateurs, de téléspectatrices, elle est plus massive, et donc sur son vélo, c'était très marqué aussi. Et finalement, ce qu'on a vu est logique. Qu'est-ce qu'elle peut changer pour le Tour de France? Elle peut peut-être perdre 1 ou 2 kilos, pas beaucoup plus, parce que sinon, elle est déjà pas très épaisse, il n'y a pas beaucoup de graisse chez Lotte Kopecky. Mais elle a gardé ce poids-là, et Pauline Ferrand-Prévot en parlait aussi. Si on est trop légère pendant le
printemps, sur des courses comme Paris-Roubaix et comme le Tour des Flandres, qui étaient aussi des objectifs, on ne peut pas rivaliser ou on souffre trop. C'était ce que Danny Stam, son directeur sportif, expliquait encore samedi dans la presse néerlandophone. Donc je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion définitive sur une course d'un jour et une course qui va en durer 10, qu'on ne court pas un Liège-Bastogne-Liège quand on va courir une étape du Tour de France. Alors oui, Kopecky en un hiver n'est pas devenu demi-Vollering dans les montagnes. Ça, on le sait. C'est pas possible que du jour au lendemain, elle change complètement de profil. Par contre, elle devra utiliser les premières étapes pour mettre la pression, pour essayer de prendre des secondes de bonification et travailler dans les mois qui viennent pour être encore plus performant dans les côtes. Ouais, ce qui est rassurant aussi, c'est qu'elle l'a dit elle-même, c'est que sa condition est ascendante. Elle se sentait de mieux en mieux au fil des courses, malgré le fait qu'elle a gagné Tour des Flandres, parce que c'est quand même pas rien. Il ne faut pas oublier non plus que c'est pas toujours facile de gagner le Tour des Flandres. Surtout en tant que championne du monde, elle a géré la pression, elle était une des favoritières aussi, donc elle avait tous les yeux tournés sur elle. Et je pense par rapport au Tour de France, n'oubliez pas non plus qu'il y a 2 ans, elle a quand même fait 2e. Donc je pense qu'elle a le potentiel du podium, elle l'a déjà fait, donc c'est bien possible que, qu'en s'orientant vraiment sur le Tour, pourquoi pas, c'est possible de changer justement le point de vue poids, peut-être un petit peu s'améliorer dans la haute montagne, mais c'est quand même quelqu'un qui est très... qui aime gagner et qui veut gagner et c'est normal qu'elle soit déçue s'il fait un 5e alors qu'elle avait l'ambition de gagner. Juste un élément, si je peux me permettre, dans son interview d'hier, elle dit, et c'est la première fois qu'elle en parle, elle dit « Je suis content d'avoir pu gagner le Tour des Flandres et de faire le printemps que j'ai fait, malgré mon hiver. » Sans rentrer dans les détails et sans explication. Alors, j'ai pris un peu des contacts pour essayer de creuser. On m'a juste dit... qu'il n'y avait rien de particulier à signaler. J'ai lu du côté de nos confrères de Sportza qu'il y aurait peut-être une blessure au pied, en course à pied, qui aurait peut-être pu expliquer qu'il y a 2-3 semaines de retard et qu'elle arrive si tard en forme. D'ailleurs, normalement, si c'est correct, elle va courir au Luxembourg la semaine prochaine, le week-end prochain, ce qui n'était pas prévu. Donc, c'est peut-être pour ça que son pic de forme arrive un petit peu plus tard. Tout à son honneur de ne pas venir avec cette excuse. Et peut-être mentalement aussi, après la saison précédente, la saison qu'elle a passée, l'hiver, comme Papy dit tout le temps, les courses se gagnent. Jean-Jacques Van Den Broek. Jean-Jacques, voilà. Les courses se gagnent l'hiver. Et moi, j'avais vu Lotte, c'était au Flandrien. Et je la voyais un peu... Elle avait hâte de partir en stage parce que quand on est championne du monde, quand on a son prestige en Belgique, on est sollicité un peu à droite, à gauche. Et je pense qu'elle avait un peu de mal à dire non. En tout cas, je la voyais partout, à beaucoup d'événements et tout ça. Et peut-être que ça, mentalement, on voyait qu'elle était un peu épuisée et qu'elle le disait elle-même qu'elle avait hâte de partir en stage. Donc peut-être que ça joue aussi et que c'était un peu trop... Ouais, ce sont des éléments. Par rapport au Tour de France, moi j'avais l'intime conviction que Lotte Kopecky pouvait gagner le Tour. Et je parle à l'imparfait, c'était au moment de la présentation du Tour. Et j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'échanger un tout petit peu avec elle. Et je crois qu'elle en a envie aussi, évidemment. Elle travaille en fonction de ça. Moi j'avais dit, ici... on en saura plus après Liège-Bastogne-Liège. Donc, si je me fie à ce que je disais, si je veux être logique avec moi-même, avec ce que j'ai vu hier, elle ne peut pas gagner le Tour de France. Mais de nouveau, l'explication que Martin vient de donner est très intéressante. Il y a encore une marge de progression. C'est une énorme championne. S'il y a des explications, comme vous venez de les donner, elles doivent être tenues en compte et vont influencer le résultat. Je reste toujours convaincu, en revanche, comme c'était le cas cet hiver, que si cette année, en 2025, un athlète belge doit gagner le Tour de France, ce sera Lotte Kopecky. Allez, elle perd que 25 secondes. Hier. Elle perd que 25 secondes. Elle perd que 25 secondes. Et si elle gère la casse sur le final. Et si elle gère différemment l'ascension, parce que hier l'objectif c'était de gagner, et si elle gère dans l'optique de perdre le moins de temps possible, elle explose peut-être moins dans la Roche-au-Faucon, elle en perd peut-être que 15, ce qu'elle peut reprendre sur un sprint bonification ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis qu'on court pas tout à fait un Liège-Bastogne-Liège, on court une étape du Tour de France. Dans quelques instants, la remise des récompenses de notre grand pronostic. Mais une dernière question, Martin. Le programme à venir, qu'est-ce qu'on doit attendre là dans les prochains jours, prochaines semaines pour le cyclisme féminin? On sait qu'il y a le Tour de France, mais c'est plus tard. Il y a surtout la Vuelta.
en direct sur les antennes de la RTBF est typique à partir du 4 au 10. On commencera avec un très court chrono par équipe à Barcelone. Donc ça promet des belles images avec beaucoup des actrices du printemps et notamment Vollering, tenante du titre et grande favorite. Donc toutes les étapes à suivre sur la RTBF avec le duo Martin Weynans, Ludivine Orient. Vous me confirmez tout cela. Merci beaucoup Martin pour la participation habituelle, récurrente dans notre émission. On connaît nos classiques. Le grand concours, le grand prono. Je me tourne déjà pour ceux qui nous suivent en images vers Cameron Vandenbroek. Ben voilà, on a la lauréate. On va pas vous refaire tout le cheminement depuis le début du printemps. On savait que ça se jouerait entre Rodrigo et Cameron qui était presque à égalité la semaine dernière. Rodrigo 3 points, Cameron 2 points. Il fallait que Cameron gagne sur la flèche pour devancer Rodrigo parce que dans l'absolu, la meilleure performance de Cameron, c'est la 2e place de Magnier sur le Newsblatt. La meilleure performance de Rodrigo, c'est la 4e place de Fretin sur l'Escaut. Cameron a gagné la flèche, du moins le poulain de Cameron, Lenny Martinez, a terminé 4e. On a bien joué quand même, parce que Gérard avait pronostiqué Thibaut Neyss 8e, Jérôme Moreau-Schmidt 10e. Rodrigo et Samuel plus dans la discussion. Gérard, c'était moi. Et Gérard, c'était Axel, effectivement, qui avait Rodrigo pronostiqué et qui a été Rodrigo. Donc, si je peux me permettre... À part Cameron, vous avez aidé à peu près tout le monde. Je peux me permettre... le résultat de Cameron sur la Flèche Wallonne est quand même à plus de valeur que le résultat de Fretin sur le Grand Prix de l'Escaut en termes de prestige. Donc, il est beau pour moi, il n'y a même pas photo finish. Il n'y a même pas photo finish. C'est seul sur la photo, comme quand Tim Merlier gagne au sprint. Alors Cameron, nous avons évidemment un trophée pour vous, un petit cadeau que j'ai ici à côté de moi. Le magnifique polo RTBF Sport. Voilà. Alors, c'est la bonne taille. On a vérifié. Je vous donne le cadeau. Je suis relié à l'oreillette. Vous devez le porter jour et nuit. Voilà. Et il faut le porter. Alors, on aimerait que Cameron enfile le polo RTBF. Vous avez gagné. Pendant 10 semaines, vous nous avez tanné avec ce prono. Maintenant, pas sûr. Heureuse d'avoir gagné. Allez, c'est parti. Le polo, c'est a priori la bonne taille, Cameron. Ça va faire grand plaisir à votre gamin quand vous allez rentrer à la maison. Il va être ébloui. Magnifique, magnifique, magnifique. Cameron. Il n'est même pas signé. Ah, on va le dédicacer tous ensemble si vous voulez. Hein. Voilà, oui. Tous les perdants vont dédicacer le magnifique polo. Et ça vous va remarquablement. Et je rappelle que pendant les prochaines épreuves cyclistes, on a évidemment tous reçu notre polo RTBF et qu'on sera très fiers de le porter aux côtés de Cameron. Félicitations pour cette belle performance. Ça s'est joué à couteau tiré. C'était évidemment assez agréable chaque semaine de nous lancer dans nos petits pronos de pépites. Et ça nous a permis aussi de mettre en avant de jeunes coureurs que le grand public connaît un peu moins bien. On va conclure avec le Tour de Romandie. On en a déjà un petit peu évoqué avec Remco Evenepoel. Ça débute ce mardi jusqu'à dimanche. 6 étapes, dont un prologue et un contre-la-montre. Donc ça, c'est tout bon pour Remco, qui pourra porter 2 fois le maillot de champion du monde. On attend quoi de Remco Evenepoel sur ce Tour de Lombardie, Axel? Tour de Romandie. De Romandie, j'ai dit quoi? Lombardie. Lombardie. Non, mais vous Romandie. déjà être J'aurais pu dire Normandie aussi. Romandie. Oui, non, mais on attend déjà sur le prologue. On a hâte de le voir déjà avec son maillot de champion. 3 km, très court. Oui, mais bon, c'est comme toujours mettre le maillot, ça compte tout le temps. Je pense qu'il aura de l'ambition aussi. Un peu se mesurer un peu dans on va pas dire la haute montagne, mais la moyenne montagne quand même. Il n'y a pas une trop grosse concurrence? Non, mais bon, c'est quand même, il faut quand même toujours les gagner, hein, les courses. C'est toujours facile derrière le micro de dire ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. J'ai rien dit. Non, mais je veux dire, c'est que c'est quand même une course de très renommée. Il y a des coureurs, je pense qu'il y a même Almeida qui va. Almeida, ouais. Je pense que vu sa prestation autour des Pays-Basques, je pense qu'il sera aussi motivé. J'ai hâte de le voir justement dans une course à étapes où il va pouvoir travailler sa condition et affiner sa position en vue du Tour de France et continuer sa progression qui doit résorber un peu le retard qu'il a engendré à cause de sa blessure. Sur 5 jours, Lenny Martinez, Godu, Carlos Rodriguez, Kamna, Vlasov, Van Etfeld, parmi les grands noms. Sur 5 jours, il va avoir 2 fois l'occasion de rouler sur son vélo de chrono, et puis il y a une arrivée à 2000 mètres. Donc voilà, je trouve que c'est un bon format pour lui. Et il en saura un petit peu plus, parce que pour moi, le grand rendez-vous, ça sera le Dauphiné. Début du mois de juin en direct sur la RTBF. Vous pourrez suivre toutes les étapes et pour la première fois avec Pogacar. on aura les 3 les 3 du podium. Vingegaard revient aussi. Théoriquement, ça va quand même être très très intéressant avec un Vingegaard et un Evenepoel qui devrait être mieux qu'il ne l'était
pour les raisons qu'on sait, un an plus tôt. Je voudrais quand même conclure en disant une chose. On a eu raison d'insister sur le fait que le meilleur coureur belge de cette semaine, de par ses positions, c'était le jeune et talentueux Thibaut Nys. Mais si on regarde dans le rétroviseur les courses flamandes, notre meilleur coureur le plus régulier, ça reste Wout van Aert. Ne l'oublions pas. 2 fois 4e sur les monuments. Et en ajoutant aussi l'Amstel. Oui. Et 2 fois 2e sur d'autres courses. Et alors, une mention spéciale quand même aux 2 seuls coureurs belges finalement qui ont gagné, parce que c'est le plus mauvais printemps de l'histoire. Hein. Non mais de l'histoire. Pas un Belge sur une seule marche du podium d'un seul monument au printemps. Mais 2 gars ont gagné. Et merci à eux, c'est peut-être pas les courses les plus importantes. Merlier a gagné le Grand Prix de l'Escaut et Remco Evenepoel a gagné la Flèche Brabant. Et Philipsen, oui. Et alors Philipsen-Kurn. Oui, les 3. Le mot de la fin. Bien vu de me le Non, je voulais juste ajouter que Rodrigo mettait en avant Van Aert. Je voulais mettre en avant aussi la régularité de Tiesj Benoot, qui est dans la même équipe et qui a fait un calendrier quand même très chargé aussi et qui était chaque fois là. Prochaine épreuve sur les antennes de la RTBF, la Famenne Ardennes Classique, ce sera dimanche prochain. Petite promo, j'en profite pour Archive Club spécial Frank Vandenbroek, émission consacrée à votre papa Cameron, que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les antennes de la RTBF. Et Rodrigo a d'ailleurs participé à cette mise en boîte. Bravo à Mathieu Hénin et Gaëtan Van Kerkom. Merci Cameron, merci Jérôme, merci Rodrigo, merci Axel, merci Martin Weynans pour cette saison d'Oconneno Classique. On se retrouvera un petit peu plus tard, évidemment, dans l'année. Et je remercie aussi les gens de l'ombre, Rafa Boussefa, Christian Mazoui, Laurent Bruvier, Constantino Zanellino. À très vite.